ton parcours. Je n'ai pas appris par cœur. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir pour cette conférence. Alors, je prends le micro pour saluer vos camarades lyonnais et puis vos camarades qui sont en distanciel et qui suivent cette conférence avec nous. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette conférence, pour ce meet-up. Alors, je vais vous faire une confidence. L'invité que nous avons ce soir, j'ai 3 points communs avec lui. Le premier, c'est qu'on est né au même endroit, dans le Dauphiné. Le deuxième, c'est que la première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé d'un point commun. C'était le Kilimandjaro. Je ne sais pas si tu te souviens. On était dans ton bureau, je venais te rencontrer, j'avais vu une photo du Kilimandjaro et tu en étais redescendu quelques années auparavant au moment où moi j'y montais. Et donc on a partagé une passion commune pour la montagne et en particulier pour cette magnifique montagne qui est le Kilimandjaro. Et à l'époque, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, on parlait encore des neiges du Kilimandjaro. Je suis pas sûr que ce serait le cas aujourd'hui. Et puis le troisième point commun qu'on a, c'est la passion qu'on a pour BSB. Alors je parlerai plutôt de celle de notre invité. Notre invité, sa passion, elle a débuté en 1982. Il était là, à votre place, dans cet amphi. Il avait votre âge et il était étudiant à l'école. Sa passion, elle s'est poursuivie comme diplômé en 1985. Et à partir de là, il n'a jamais quitté le réseau des diplômés. Et il a même fait en sorte qu'un diplômé, 2 diplômés de la promo 85 soient là ce soir dans la salle. Alors, pour Sophie, c'était peut-être plus facile puisqu'elle est toute la journée à l'école. Mais en l'occurrence, je ne sais pas si vous étiez revenu à l'école brièvement depuis 1985. Donc, l'implication de notre invité dans sa promo, elle est sans faille. Et puis, son troisième investissement, c'est dans la gouvernance de l'école, puisque Alain fait partie de l'Alumni Advisory Board, qui est un des conseils d'orientation de l'école depuis 2009. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Après avoir parlé du Kilimandjaro, on a parlé de l'école et il nous a rejoints pour donner son avis sur l'école, sur la stratégie de l'école. Et il est toujours là. Il a une immense fidélité et je l'en remercie. Et puis la dernière caractéristique, c'est qu'il a une immense fidélité à la fondation de l'école et il mobilise la promo 85 tous les ans à travers le Giving Tuesday. Donc notre invité est très présent vis-à-vis de l'école, mais c'est surtout un formidable professionnel du monde de la communication, du monde de la publicité qu'il a jamais quitté, qu'il a rejoint, je dirais pas de bêtises, en 1985, donc à sa sortie de l'école, chez FCA comme chef de pub. Alors entre nous, c'était pas gagné parce qu'avant de rejoindre le monde de la publicité, il voulait être vétérinaire. Mais c'est sûr qu'en ayant fait le SC Dijon, c'était pas forcément très bien parti. Donc, il a rejoint FCA comme chef de pub en 1985. Je vais passer quelques années puisqu'en 2001, on le retrouve comme directeur général et associé de DDB Health Ciel et Terre, le lien avec le Kilimandjaro, peut-être. En 2008, il est le fondateur de TBWA Adelphi et en devient le CEO, le PDG. En 2016, il est nommé vice-président de TBWA France. Et enfin, en 2020, il est nommé CEO de DDB Health Paris et de TBWA Adelphi, donc un parcours de 40 ans dans le monde de la pub. C'est un professionnel qui a vu le monde de la publicité et de la communication profondément évoluer, se transformer au cours de toutes ces années. Et les dernières évolutions avec le digital, la data, ont encore accéléré les choses et ont probablement bouleversé les choses. Eh bien, c'est ce dont il va vous parler ce soir. J'ai l'immense plaisir, parce que c'est quelqu'un à qui nous sommes très attachés, j'ai l'immense plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Alain Sivan. Merci infiniment, Stéphane. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là avec vous. Je suis ravi de retrouver ou de trouver cet amphi dont je me souvenais pas plus que ça. 1985, ça s'appelait le XXe siècle. C'était le 2e millénaire. Autant vous dire que je suis probablement dans cette salle le moins légitime à parler de digital aujourd'hui, mais c'est néanmoins le challenge qui m'a été confié, donc je vais essayer de faire ça au mieux. Alors, je crois que c'est moi qui... j'ai appelé ça Creative Data. Ça ressemble à un oxymore et je vais essayer pendant 1 heure de vous démontrer que non seulement c'est pas 2 mots antinomiques, mais au contraire, c'est 2 mots qui vont très bien ensemble, comme dit la chanson. Et on va essayer de voir comment tout ça fonctionne. Alors, j'ai prévu beaucoup de vidéos dans ces... pour moi, et puis accessoirement parce que c'est... Je vais vous montrer, c'est pas... Je ne vais pas faire de théorie, pas besoin de prendre de notes, il y aura deux, trois sujets un petit peu
un petit peu théorique quand même, mais je veux surtout vous montrer comment ça vit, comment aujourd'hui la data est au service de la créativité et réciproquement à travers un grand nombre d'exemples. Alors je crois qu'il y a pas mal d'internationaux dans la salle. Désolé, effectivement, j'avais prévu de faire la presse en français. Toutes les vidéos sont en anglais, donc j'espère que tout le monde s'y retrouvera. Et si jamais, pour certains francophones, c'est pas clair, évidemment, vous me le dites et j'essaierai d'assurer une translation. Alors j'ai dit que j'allais vous montrer pas mal de vidéos, donc en com on appelle ça un teaser. Donc voilà. There are an infinite number of traffic signals in the major cities of the world. London, New York, Tokyo. They stop cars from crashing into each other, but they also stop urban runners from expressing themselves. They stop the free-flowing, pulse-racing, soul-releasing liberation of the unfettered true city run. So, Adidas created a completely new kind of urban run. Green Light Run changes your perception of city running from a chaos to a world of gaming. Working with Tokyo Police Department data, they calculated the cycle of every light in the city. Then, engineered an algorithm that ensured an Adidas Green Light runner need never stop because a traffic signal stood in their way. 10 seconds to the next green light. Choose the detour route. Became a full-length street marathon through Tokyo, and it grabbed attention across the world. Because a runner should know no barrier other than their own athletic passion. No comment. They should run no barrier. On est très cohérent avec le motto de la marque Adidas à travers le monde. Donc on voit bien en quoi la data sert la créativité. Je pense que la démonstration est assez probante. Donc on va essayer de voir comment tout ça fonctionne et comment ça se nourrit à travers le temps. J'avais prévu une petite présentation, mais je ne ferai jamais ça aussi bien que Stéphane. Juste un mot, quand même une page de pub. On ne se refait pas. Je suis effectivement vice-président de TBWA. C'est un des 3 grands réseaux mondiaux d'Omnicom. Omnicom, c'est la première holding de communication. Il y en a une autre qui s'appelle WPP et une troisième qui s'appelle Publicis, que vous connaissez probablement un petit peu mieux de nom. Voilà, trois principales holdings de communication mondiale. Et au sein de chacune de ces holdings, vous avez plusieurs réseaux publicitaires. Et au sein d'Omnicom, il y a BBDO, DDB, TBWA qui ont la chance et l'honneur d'être les 3 réseaux les plus créatifs au niveau mondial. Et donc, voilà, j'ai la chance d'appartenir à ce groupe. En France, le groupe TBWA, c'est 1000 personnes, un peu plus de 1000 personnes, qui représentent voilà, toutes les expertises de la communication, puisqu'aujourd'hui, voilà, la communication est multiple. Moi, je m'occupe de communication santé avec 2 agences, mais il y a de l'événementiel, il y a du social listening, il y a de la production, print, vidéo, il y a de la pub, etc., etc. Ça, c'est le programme, et on va commencer par un petit film. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Alors ce film, je pense que vous le connaissez. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, il faut que vous le laissiez gravir dans vos mémoires. Il est mythique.
Alors, il se trouve que c'est TBWA à Los Angeles qui l'a produit avec Steve Jobs, le patron d'Apple, qui avait fait 99% du boulot, mais c'est nos créatifs de Los Angeles qui ont produit ce film. Et il est mythique pour nous parce qu'il incarne le Think Different, c'est ce qu'on appelle la disruption. Et la disruption, c'est le motto, la philosophie et la méthodologie de travail de TBWA à travers le monde. Donc ce film incarne parfaitement la façon dont on aime travailler dans la com, en tout cas la com des années 90. Et c'est toujours le cas puisqu'Apple est toujours, alors qu'on a lancé le Macintosh en 84, Apple est toujours, et TBWA est toujours l'agence d'Apple au niveau mondial 20 ans après, ce qui est quand même une belle preuve de fidélité. Et ça m'intéresse parce que, je vous l'ai dit, on est l'agence de la disruption, et la disruption, alors certains l'appellent autrement, mais fondamentalement, c'est le driver de la communication, essayer de faire les choses différemment, de casser les conventions qui existent sur un marché. Donc ce film incarne parfaitement cette vision. Ce film est l'annonceur, évidemment, Apple et le Macintosh. Donc le Think Different, qui est toujours le motto de la marque, à l'heure du digital, le Think Different devient le Think Shareable. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est le partage, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, bien sûr que le Think Different n'a pas disparu, bien sûr que la pub résonne et réagit toujours sur les mêmes moteurs et sur les mêmes leviers de communication. Il faut toujours casser les conventions sur un marché, mais aujourd'hui, il faut penser shareable, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, quelques truismes, mais vous allez vous reconnaître. Aujourd'hui, évidemment, le digital est partout. Vous connaissez le phygital. Les écrans envahissent les points de vente. On ne sait plus si on est en physique ou en digital, et c'est pas très grave. J'adore cette image. Je crois que c'est le métro de Tokyo. Où, avant de prendre le métro, on manque de badois. Ça tombe bien. On n'a qu'à cliquer et hop, on est livré avant même d'arriver. Ça, c'est assez magique. Le marketing a totalement été disrupté. Alors, on va en parler tout à l'heure de façon un peu plus comment dire, académique, rapidement, je vous rassure. Mais je pense que voilà, le marketing, alors j'imagine qu'il est parfaitement enseigné chez BSB, mais voilà, je pense qu'il est basé sur des vieilles patterns, et aujourd'hui, véritablement, le digital a cassé tout ça, et vous allez voir dans les exemples qu'on va regarder ensemble, qu'il a la réalité de la com aujourd'hui a une longueur d'avance par rapport à ce qui est probablement enseigné aujourd'hui. Les produits sont véritablement des services connectés, mais vous savez ça probablement mieux que moi. Je reviens sur l'appli Adidas, là, sur le premier film du début. Je pense que pour tous ceux qui font du running ou du vélo, maintenant on se fait des formes. Hein. Le but, c'est de dessiner des trucs incroyables avec les applis en trouvant des endroits incroyables. Et les challenges d'aujourd'hui se font à travers ces applis. C'est quand même juste magique et inimaginable il y a encore quelques années. Même les prix sont relatifs. On aura un bel exemple tout à l'heure. La distribution devient complètement ubiquitaire. Hein. Evian, on a créé ce bouton Evian sur le frigo. J'ai plus d'Evian, j'appuie, je suis livré dans l'heure qui vient. Même plus besoin de se déplacer. Tous ces codes-là, les fameux 4P que nous enseignait à l'époque, ont été complètement disruptés. Et surtout, la communication devient virale. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, je vais vous le montrer, je pense que vous l'avez vu. Lui aussi est assez mythique, on va le regarder ensemble. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of space. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. We gotta 76 millions de vues. Une communication à la base B2B, business to business, c'était censé parler à des gens qui achètent des flottes de camions, pas à Madame Michu. Ça fait un carton. Alors, Jean-Claude Van Damme y est pour un peu, mais voilà, la création formidable. Pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas de trucage. Ça a juste été tourné à l'envers. C'est-à-dire qu'il a commencé en grand écart
ça s'est rapproché. Et on a juste inversé les choses. Mais bon, la démonstration magique et la viralité de ce film est incroyable. Je vais vous montrer un autre film. Je ne dis pas qu'il y a l'annonceur avant. Celui-là, vous l'avez probablement pas vu. Il est américain. Il est juste assez bluffant. Non, c'est là, pardon. Oh, wow. Yeah. Nice and easy. Head on out, and whenever you're ready. Are you ready to go ahead and drive? Okay. Sure. Oh, whoa. That's all right. Oh, a little more than I'm used to. Oh, it's got some power, so just get a feel for it. Okay. Okay, all right. Ease off just a little. Ease off. So I was thinking a little more age on me, some wrinkles, a little dorky, maybe some facial hair. Maybe somebody that I can pull off a fun prank with. Let's go have some fun. My good friends at Pepsi Max have hooked us up with this cool cam. So these are the glasses cam that show you everything that I see. How you doing? Hello. I'm Mike. Steve, nice to meet you, Mike. Saw you sort of gravitated towards the Camaro. You thinking about getting one? Oh, no. This way too much car for me. Well, it's a lot of power, but they've designed it to be very safe. I don't know if I can handle it. I've never driven anything like this before. Well, I tell you what, I think a way to really make you feel comfortable would be to put you behind the wheel. You're good. What are you driving now? Oh, just a minivan. Oh, yeah. What am I You're not signing obligated. here? You're not, sure? it's just a checkout sheet for a test drive. You're not obligated to anything. So we know who's out. Let's go give it a drive. I'm getting a little nervous. No, I'll be right there beside you. There are your keys, sir. Thank you, Steve. You'll have to unlock it, Mike. Oh, thank you. There we go. Oh, yeah. What a car. Mm-hmm. Well, we better buckle up. Yeah, good call. Yeah. Power door locks, standard, of course. You are liable for any damages to the vehicle, so please stop the car, or at least slow down. Slow down. Slow down. You can't go through that gate, Mike. Stop! Stop! We'll go get you. Watch it! Watch out! You're gonna wreck this car, and you're liable for it if you wreck it. Mike, stop the car! Stop the car right now! Get up here! Oh my God! Just take us back. Oh, no. You all right over there, Steve? Oh, you're an idiot. I'm going to kill you. Oh, stop. Oh, God almighty. Oh, God. Down. Woo! Yeah! Who the fuck do you think you are? What do you mean? I'm calling the cops. No, you don't understand. It's not what you think. It's not what you think. No, it's just a prank. We're just having fun. Look, this is a camera. Here's a camera. There's cameras. Look, it was all just fun. Look, I'm Jeff Gordon. Tout ça pour ça. Ça a buzzé de façon incroyable. Et c'est évidemment dans les valeurs de la marque. Donc on est sur de la com, je dirais, classique sur le fond. Mais évidemment, sur la forme, c'est incroyable. Alors, ce qui est très drôle, donc ça a été viralisé. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un journaliste automobile spécialiste qui a dit mais tout ça est fake. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Et ils ont décidé, quelques mois plus tard, de piéger le journaliste. Ils ont fait, je ne vais pas vous montrer le film parce que vous connaissez l'idée, c'est la même chose, je ne suis pas sûr de l'avoir là-ci, mais peu importe. Donc voilà, ils ont fait exactement la même chose. Le journaliste s'est fait piéger, il avait la même tête que le spectateur, enfin que le consommateur dans le premier film, et il a dû reconnaître que tout ça n'était pas du tout fake. Et voilà comment voilà, du buzz sur du buzz, et voilà comment on crée de la viralité. Hi, I'm Jeff Gordon. Ça, je sais pas, c'est le même journaliste. Bon, donc
Voilà, la viralité aujourd'hui est au cœur de tout, et pourtant, on est encore un petit peu à l'ère du Moyen-Âge, de l'ère digitale. Vous connaissez la réalité virtuelle, elle commence à rentrer dans nos vies quotidiennes. On équipe des forces de vente avec des masques 3D. Vous connaissez les hologrammes qui ont été popularisés. Voilà, on trouve maintenant également sur les points de vente de la communication de cette nature-là. Et puis demain, mais vous en savez probablement plus que moi là-dessus, le Web3, les NFT. Les NFT, ça parle à tout le monde, les non-fungible tokens, ces assets digitaux uniques qu'on va créer, qui vont là aussi révolutionner le monde du digital. Donc on rentre dans une ère qui est une ère nouvelle et dont je dirais le principal intérêt est le real time. La notion nouvelle dans le marketing moderne, grâce au digital, c'est le real time marketing, et on va passer un petit peu de temps dessus. Donc le nouveau défi, c'est toujours d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon endroit. Ça, je dirais que ça n'a pas changé depuis très très longtemps, depuis que la com existe. La différence, c'est de le faire au bon moment. Ça, c'est nouveau, et ça, c'est permis par le digital. Alors, quelques références si jamais vous voulez en savoir plus sur le sujet de façon plus académique. Je vous conseille le livre de Nicolas Bordas, L'idée qui tue, ou celui de Marco Tinelli, Le marketing synchronisé, qui en disent un petit peu plus sur ce concept-là. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, et ça va être la partie un petit peu théorique de ma présentation, c'est qu'aujourd'hui, le temps l'emporte sur l'espace. On raisonnait avant en 360 degrés. 360 degrés, ça veut dire couvrir, on va regarder ça, mais couvrir tous les types de communication, être présent sur tous les médias disponibles. Aujourd'hui, le 360 se transforme en 365. L'idée, c'est d'accompagner en permanence, de vous accompagner, de nous accompagner en permanence, 365 jours par an, sur tous vos chemins, sur tous vos parcours de consommation, où que vous soyez, consommateur ou pas consommateur, on va vous suivre, on va vous accompagner et on va vous proposer des solutions qui vous sont adaptées. Donc la communication 360, c'est ça. J'imagine que ça, vous avez dû le voir dans les bons livres de marketing et de publicité. Hein. Donc on a la pub, les marketing services, l'événement, les contenus, le design, et puis à chaque fois, on a le livrable qui va bien. Et donc quand on communique en 360, on essaye de couvrir tout ou partie de ces assets médias. Ça, c'était avant. Alors, ça continue à exister, bien sûr. Hein, on essaye d'être présent partout. Mais le vrai sujet aujourd'hui, je le disais, c'est d'accompagner les consommateurs, et tout type de consommateurs, tout au long du parcours en temps réel, et de vous suivre là où vous êtes. Donc, le vrai switch permis par le digital, c'est ce passage au 365 et au real-time marketing. Donc, il s'agit pas simplement du moment physique, mais surtout du moment psychologique. Et voilà, quelques mots là-dessus. Le cycle d'achat, avant Internet, alors vous n'avez pas connu, moi j'ai connu, donc je peux un peu en parler, mais je pense que les modèles marketing actuels sont toujours un petit peu basés là-dessus. Il y a toujours un cycle avec 4 temps. Les temps n'ont pas changé, c'est l'indifférence. Vous pensez à plein d'autres choses. C'est l'intérêt, d'un seul coup, vous avez envie d'acheter, je sais pas quoi, une chaîne IFI. Vous décidez de l'acheter, c'est le moment d'achat, puis il y a l'usage, et puis il y a l'usure, généralement, et puis le cycle continue. Voilà. Ces cycles-là, ils sont intemporels. Alors, c'est des cycles qui vont plus ou moins vite. Évidemment, quand il s'agit d'une baguette de pain, c'est un cycle quotidien. Quand il s'agit d'une voiture, c'est un cycle tous les 5 ans. Tiens, by the way, je ne sais pas si vous avez une idée du produit qui a le cycle d'achat le plus long, en fait. Autrement dit, quel est le produit qu'on change le moins souvent dans une vie? Je ne sais pas si vous avez une idée. Pardon? Le matelas, c'est pas mal. Mais ce n'est pas le matelas. Non, pas d'autre idée. C'est les cuvettes de chiottes, en fait. Non, c'est intéressant parce que mettez-vous à la place du marketeur chez Jacob Delafont. Pas facile d'être en real-time marketing quand finalement vous changez de cuvette de toilette une fois dans une vie, ce qui est à peu près le rythme de changement. Tout ça pour vous dire, voilà, ça c'était le cycle d'achat avant. Et on voit bien hein, donc le moment d'achat absolument clé. Donc Procter, qui était le marketeur voilà, qui a inventé tout ça, et ça a tenu 60 ans, avait inventé le first moment of truth, vraiment l'achat, l'acquisition du produit, et puis le deuxième moment of truth, qui était le réachat. Acquisition, fidélisation, c'était les deux mamelles du marketing des années 60, il y a encore assez peu de temps, à tel point que chez Procter, il y a eu des immeubles avec des équipes marketing acquisition, et puis des immeubles avec des équipes marketing fidélisation.
on a été vraiment dans cette approche binaire. Alors en quoi le digital a cassé tout ça? Et c'est Google qui a appelé ça je ne voulais pas dire first puisque c'était pris par Procter et donc par déférence pour Procter, ils ont appelé ça le Zero Moment of Truth, le ZMOT. Ça, c'est clé aujourd'hui. Donc, le premier moment d'achat, si j'ose dire, c'est véritablement le ZMOT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, vous pensez à rien, mais d'un seul coup, vous allez recevoir un tweet, des posts, un influenceur qui va vous parler, revenons sur la chaîne IFI, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Ça marche avec les paires de ski ou avec ce que vous voulez. Et d'un seul coup, hop, vous êtes happé par ça. Et on commence à vous raconter une histoire et vous n'y pensiez pas. Et d'un seul coup, voilà, ça vous interpelle et ça vous amène finalement, ça vous conduit à penser à cet univers-là et probablement à acheter ça. En tout cas, vous vous renseignez. C'est ce qu'on appelle le Zero Moment of Truth. Ce qu'il faut savoir, c'est que le digital a fait bouger à peu près 50% des investissements médias qui étaient concentrés sur le POS, c'est point of sale, c'est vraiment le moment de l'achat. D'accord? Donc, ce temps-là, c'était là où étaient les investissements médias. En gros, on faisait de la télé, on faisait de la presse, on faisait de la radio, on était sur le point de vente, on faisait de la promo, et pof, on mettait tous les investissements médias là, et vous achetiez votre fameuse chaîne IFI. 50% des investissements médias qui étaient là ont basculé sur le Zero Moment of Truth. 50%, c'est considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous parle de façon diverse et variée d'un univers, et on vous fait comprendre que c'est là que ça se passe et que vous devriez regarder ça de plus près et qu'il y a une marque extrêmement intéressante qui pourrait vous séduire. Donc ça, c'est le premier changement fondamental théorique du marketing et du process d'achat. Et le deuxième, le quatrième, qu'on appelle le UMOT, le Ultimate Moment of Truth, c'est toujours Google qui nous dit tout ça, en fait, qui nous a amené à modéliser tout ça aujourd'hui. Le UMOT, c'est finalement pas très loin du ZMOT. C'est une fois que vous avez utilisé un produit, vous allez commencer à en parler. Vous allez en parler autour de vous, autour de votre communauté. D'autres vont en parler. On va buzzer autour de ce produit-là et on va mettre en avant les bonnes raisons d'acheter ce produit, de faire partie de cette communauté. Donc, ZMOT, UMOT, c'est vraiment les deux fondamentaux qui ont bouleversé de façon majeure. Hein. Je parlais de 50% des investissements qui ont basculé, donc on n'est pas sur quelque chose de marginal, on est sur un changement radical du process d'achat et des raisonnements marketing, puisqu'aujourd'hui, le cycle qui va nous intéresser, c'est le ZMOT et c'est le UMOT. Et en gros, c'est tout ce qui va se passer entre on me parle d'un produit, tiens, ça a l'air bien, tiens, mes potes en disent du bien, tiens, l'influenceur machin trouve ça formidable. Et puis lui, il l'a essayé et c'est vachement bien, c'est encore mieux que prévu, etc., etc., etc. Donc, un changement fondamental des techniques d'achat et des techniques de marketing, puisque bien sûr, ça a révolutionné complètement la façon d'envisager le marketing et les médias. Non, si j'appuie sur l'ordi, ça ne va rien se passer. Alors, je disais Think Shareable, et on voit bien que grâce à cette nouvelle vision, ce nouveau cycle d'achat des produits, ça marche pour tout, on verra tout à l'heure, ça marche pour les produits de grande consommation, mais ça marche aussi pour votre prochain job, on va le voir derrière. Les marques entreprises communiquent auprès de vous de la même façon. Il y a un ZMOT, on commence à vous faire passer, interrogez-vous, mais vous avez forcément vu, alors pour ceux qui sont en troisième année notamment, mais vous avez forcément vu des communications qui commencent à vous sensibiliser à combien c'est agréable de travailler chez je ne sais qui, Danone, Total ou que sais-je, ou Microsoft. Donc aujourd'hui, le motto, c'est I share. Donc voilà, je partage, donc je suis. C'est véritablement ça le motto du marketing. Et le nouveau jeu lié à ça, mais on le comprend mieux quand on voit le cycle d'achat des produits et le nouveau cycle marketing, le jeu, c'est d'influencer les influenceurs, évidemment. Et c'est de considérer tout consommateur comme un influenceur, ce que nous sommes tous autour de la table. Je le disais, ça marche pour tous les clients, mais ça marche pour tous les collaborateurs. Je vous invite à voir, si vous allez sur le site de TBWA notamment, on a fait un partenariat avec Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, c'est une société, c'est une appli, dire ça comme ça, qui travaille sur le recrutement, en fait, qui facilite le recrutement des entreprises. Et aujourd'hui, alors il y a quelques années encore, pour une entreprise faisait de la pub dans, je sais pas, je pense, enfin, les canards qui vous regardez quand vous cherchez un job, probablement venez vous voir ici pour vous dire combien c'était formidable de travailler chez eux, etc., etc. Aujourd'hui, ceux qui parlent des entreprises dans lesquelles ils aimeraient que vous veniez travailler, ce sont ceux qui sont rentrés il y a 6 mois, il y a 1 an. Donc en fait, sur Welcome to the Jungle, vous avez des témoignages de salariés d'entreprises qui vous disent pourquoi c'est bien de travailler chez TBWA,
Ça marche aussi avec Publicis, hein, je vous rassure. Voilà, pourquoi c'est bien d'être, pourquoi je suis content d'avoir trouvé un job ici, comment ils sont venus me chercher, pourquoi c'est super cool de bosser là, pourquoi j'ai un projet de carrière, etc. Aujourd'hui, les meilleurs vendeurs des boîtes, en fait, de vos futurs jobs, c'est pas les dirigeants d'entreprise, en tout cas pas seulement, c'est ceux, voilà, ce sont les consommateurs, si j'ose dire, les salariés qui deviennent tous des influenceurs sociaux. Donc voilà comment ce modèle a vraiment influencé la totalité de notre écosystème, pas simplement dans la consommation, mais également en termes de marque entreprise. Et bien sûr, l'objectif, c'est de cultiver les influenceurs clés de sa marque, mais ça, vous connaissez ça très bien, vous voyez ça en permanence. J'espère que vous comprenez mieux comment ça fonctionne. À tel point que là, on est dans le bureau de TB2A à New York, on s'occupe de Nissan notamment. Il y a ce qu'on appelle une real-time unit, ça veut dire qu'il y a une sorte de war room dans laquelle on pilote en permanence, 24/24, tout ce qui se raconte sur la marque et sur le secteur automobile, en permanence. On est à l'écoute de tout ce qui se dit. Pourquoi ? Parce que tout simplement, et je vais vous montrer 2 exemples assez bluffants là-dessus, des coms majeurs peuvent partir d'un tweet. À partir d'un tweet, s'il est pertinent, s'il est relevé par la bonne personne, on peut aller raconter une belle histoire. Ou là où avant on mettait, allez, on va dire combien de temps pour produire une campagne, 1 an et demi, 2 ans, entre l'idée, vendre la campagne à l'annonceur, faire le film, vendre l'idée créative, produire la campagne, ça pouvait prendre 1 an et demi sans aucun problème. Écoutez, 800 000 $. Aujourd'hui, il y a un tweet qui sort à 2 h du matin par un mec à Hong Kong. Ça donne une idée à un créatif. Elle est draftée quasiment dans la journée. Elle est présentée le soir même à l'annonceur. Et ça peut générer une campagne dans les jours qui suivent. C'est le rythme du real time forcément nous oblige et change complètement la façon de travailler. Je vais vous montrer un premier exemple qui, à ce titre-là, je pense, est tout à fait significatif. C'est pour Nissan, justement. The OMF GTR, a story of how Nissan embraced pop culture and turned a moment into a meme. This is Deadmau5. Deadmau5 put a meme of a Pop-Tart cat that shoots rainbows out of its butt on his Ferrari and called it the Ferrari. Ferrari didn't like that, so they sent Deadmau5 a cease and desist letter. This pissed off Deadmau5 and a whole lot of other people. After all, the Ferrari was beloved and the internet made it an icon. But Nissan also has an icon, the GTR. Legendary for insane performance in any situation, this was the perfect moment for the GTR to make things right. With a single tweet, Nissan gave Deadmau5 and the internet something better than the Ferrari, a special edition GTR meant to be celebrated, not silenced. And people noticed. Deadmau5 named it the Oh My GTR. Then blogs noticed. Auto, to music, to tech, to lifestyle. Everyone loved it, but we weren't done. It just so happened Deadmau5 wanted to check out the OMF GTR. So the next day we shipped our editor-in-chief from New York to Las Vegas to hand-deliver a GTR, giving Deadmau5 and the internet exactly what they wanted. Word spread and the OMF GTR went from a single tweet to a cultural icon. The OMF GTR is now registered on the Know Your Meme database, where all memes are archived for eternity, or however long the internet exists. And one fan even recreated the OMF GTR pixel for pixel in Xbox's Forza racing game, where it's now one of the game's most downloaded cars. So, what's the value of a tweet? Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça complètement bluffant. C'est parti d'un tweet, véritablement. Vous avez vu le truc qui est fait derrière, c'est juste dingue. Jamais une campagne classique, entre guillemets, où on aurait programmé de communiquer sur la GTR, même avec un film incroyable, et même avec 10 millions de médias derrière, jamais on aurait réussi un truc pareil. Donc, c'est ça le real-time marketing, c'est savoir surfer sur une idée. C'est clair pour tout le monde, le film, pardon, si ce n'est pas clair, dites-le moi, hein, mais donc Deadmau5, pour ceux qui ne sauraient pas, je pense que je suis un des rares avec peut-être mes petits camarades de la promo 85, c'est David Guetta aux US à la puissance 25. Donc voilà, il n'a pas pu faire ça, enfin il s'est fait taper dessus par Ferrari, parce que Ferrari refusait qu'on abîme sa marque, en tout cas c'est comme ça que Ferrari l'a vécu.
Et du coup, Nissan a bondi sur le truc en disant, OK, Ferrari veut pas que tu t'amuses avec ta Ferrari pour créer ta Purari. Nous, on n'a pas de problème avec ça. On va te customiser une GTR exactement comme tu la veux. Ce qu'ils ont fait. Ils lui ont livré, parce qu'il était à Los Angeles ou je ne sais où, ou à Las Vegas, je crois. Ils lui ont livré et ça, voilà, ils ont alimenté ça sur le net et ça a buzzé de façon incroyable. Donc, oui, c'est ça le real-time marketing. Donc, on est très très loin des planifications, voilà ce qu'on va faire au mois de juin 2023. Non, non, là, c'est en temps réel et en permanence. Je vous ai montré la War Room de Nissan. Ça fonctionne comme ça en permanence. Ça fonctionne comme ça en permanence pour Apple de la même façon. On rebondit sur de l'événementiel. Et alors ça, il y a des gens qui savent très très bien surfer sur le moment, puisqu'on parle de real time. Et je vais vous montrer un autre exemple. C'est Procter, donc a priori pas le plus branchouille des annonceurs. Voilà, ils ont pu également surfer sur le moment. Et le moment, c'est pas n'importe lequel, puisque c'est ça. Non, dans l'autre sens, c'est mieux. The OMF. The Super Bowl, the biggest stage for advertising. But in a year filled with controversy and politics, how do you get people to talk about laundry detergent? Tide introduces the Bradshaw stain. A stain that was seen by 100 million people on the shirt of NFL legend and Fox commentator Terry Bradshaw on live TV. Speaking of little monsters, TV and the guys, they'll break down the first half of the game. Yeah, don't miss it, America. Me and Lady Gaga. Nowhere can you possibly go wrong, right? In a matter of seconds, the stain became a celebrity and trended on social with a reach of over 28.9 million. We kept the chatter going with social activations and even pretended it surprised us too. And in the very next commercial break, Tide claimed the stain with its Super Bowl ad. Baby, you got to clean that shirt. Shirts. I know. You're trending. Here, Terry, take mine. Where's wardrobe? Help me! I'm trending! We did something that had never been done before on the biggest stage for advertising. It paid off in a big way. That turned out to be an ad as well. A lot of people thought that Terry Bradshaw actually had a stain on his shirt. A stain, all a stunt for Tide. Do you think we could probably check out the game? Hashtag Bradshaw stain was covered by over 600 news outlets. It garnered over 4.8 billion media impressions, and it increased sales of Tide Pods by 22%. And as for that stain, well, it disappeared from Terry's shirt. It's going to be around for a while. Donc là aussi, exemple formidable, c'est Tide, donc c'est vraiment la référence, c'est le Ariel américain, on ne fait pas plus gros, plus lourd, et avec des communications très classiques, c'est la tâche qu'on enlève. Donc là, contrairement à Nissan qui a surfé sur un truc qu'ils ont trouvé sur le net, là, Tide et Procter l'a anticipé, ils ont créé le buzz, c'est-à-dire que la tâche évidemment n'est pas accidentelle. Tony Bradshaw, qui est une star absolue aux États-Unis, voilà, ils ont mis en scène cette tâche, donc ils savaient qu'il était taché. Tout ça est une mise en scène absolue et ça a rebondi de façon incroyable puisque tous les tweetos se sont excités en disant hey, t'as une tâche, t'as pas vu, etc. Ce qui est exactement le phénomène attendu. Donc ils ont fait ça à l'entretemps du Super Bowl, qui est là aussi la réunion par excellence. Vous avez des centaines de millions d'Américains qui sont devant leur poste de télé à ce moment-là. Donc tout ça a été orchestré. Et évidemment, le spot qui suivait l'interruption avec Tony Bradshaw était un spot tidy où on comprenait que tout ça était une fiction, une illusion, mais ça a fait un buzz absolument incroyable. Donc, quand on parle du real-time marketing, on est là aussi exactement là-dedans, comment on joue sur le moment et comment on fait buzzer le moment et comment tout ça révolutionne la vision classique de la communication. Un autre exemple, je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais il est magique, vous le connaissez peut-être, c'est celui de Nike avec Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, donc c'est un joueur immensément célèbre aux États-Unis. Il était sorti de la ligue, il a été viré parce que pour des comportements soi-disant, voilà. Donc il était au plus bas de son image. Et puis à un moment, vous vous souvenez, il s'est mis à genoux pour la cause au moment du Black Matters. Et Nike a parié sur ce garçon-là. Nike a parié sur ce garçon-là au pire moment de son existence,
puisque je vous dis, il était en train de sortir de la ligue à tel point qu'il y a eu des réactions en disant mais Nike devient fou, pourquoi ils font ça, ils vont se planter, etc. Et en fait, ça a commencé par un certain nombre d'acteurs qui ont dit mais ce que fait Copernic est formidable, ce garçon est formidable. Et en fait, ils ont fait un vrai pari, mais qui s'est avéré magique et gagnant, puisque c'est devenu une icône. Copernic est devenu une icône, et Nike, du coup, a complètement relancé sa marque en pariant sur ce moment-là. Et si j'insiste sur cet exemple, c'est au-delà du fait que c'est un coup de génie absolu sur un plan marketing. C'est quand je parle de real-time marketing, comprenez aussi real-time culture. Le marketing, c'est de la culture. En tout cas, c'est surfer avec la culture du moment. Donc, ce que Nike a très bien su faire, c'est comprendre la culture du moment, anticiper sur le fait que les valeurs de ce garçon étaient des valeurs qui étaient complètement celles de Nike. Et même si, a priori, on risquait d'avoir quelques anti, hein, quelques gens qui sont contre tout ça, notamment Trump, etc. Hein, c'était dans cette mouvance-là. On y va parce qu'on y croit. Et ils ont su choper ce moment de culture et ce tournant en se disant c'est pas possible que le grand public n'y croit pas, n'y croit pas à ça. Ils ont gagné. Donc le real-time marketing, c'est aussi comprendre quand on regarde les tweets, c'est pas juste pour regarder des tweets, c'est pour effectivement bien percevoir la culture et l'état d'esprit du moment et savoir jouer avec. Cet exemple à ce titre-là est absolument magique. C'est devenu une icône et Nike est devenu une icône. Vous pouvez vous agenouiller comme Copernic pour prendre une photo. Je vous passe pas la vidéo, vous avez compris le principe, mais je vous la laisserai si vous voulez la voir, mais elle explique en gros mieux que moi, mais ce que je viens de vous dire. Donc l'objectif, vous l'avez compris, hein, la nouvelle manière de communiquer, c'est de créer du contenu partageable qui puisse influencer les influenceurs, mais nous sommes tous, à notre modeste échelle, des influenceurs. Alors, comment? On va essayer de rentrer dans un peu de technique, de tactique. Il y a quand même quelques règles, alors même si c'est magique, hein, tout ça, une fois de plus, Nissan, ouais, c'est magique. Mais il y a un peu de métier derrière quand même. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de tout oublier. C'est-à-dire que les bonnes vieilles règles que vous apprenez, qui ne sont pas vieilles d'ailleurs, mais qui sont récentes, mais les règles classiques du marketing n'ont pas changé. Il faut toujours une bonne idée à la base, ça ne changera jamais. Si l'idée est pourrie, on a beau être génial, on n'en fera rien. Donc stratégie, exécution, ça reste vrai, absolument. La qualité de l'exécution, ce qu'on appelle le craft dans la pub aujourd'hui, c'est majeur. C'est majeur. Les investissements sont beaucoup faits sur le craft. Il faut que tout soit parfaitement réalisé, évidemment. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est nécessaire, mais c'est évidemment pas suffisant à l'heure du digital. Alors, quelques tips. C'était la partageabilité, c'est difficile à dire. On a identifié 3 moteurs de partageabilité. Quand je vais vous montrer les exemples, ça va, je pense, vous parler assez vite. L'ego, l'expérience et l'exclusivité, on va regarder chacun d'entre eux. C'est un peu le triangle magique de la partageabilité, même si, une fois de plus, les personnes pourront s'engager sur le succès potentiel. On nous demande souvent, faites-nous une campagne qui va buzzer. Non. On va essayer de mettre des ingrédients qui peuvent buzzer, mais à un moment, il y a cette magie culturelle, d'affinité culturelle. Ça prend ou ça prend pas. Alors, normalement, on est là pour sentir. Il y a des gens stratégiques dans les agences qui sont là pour sentir les tendances et donc s'assurer qu'a priori, on ne va pas faire un fake, mais entre pas faire un bid et puis faire 55 millions de vues, là, on est dans l'alchimie pure. C'est la magie de ce métier aussi et c'est bien qu'il y ait un petit peu d'inconnu. On va quand même essayer de rationaliser tout ça. L'ego, c'est quoi? Alors, l'ego, c'est... hop, là, je vais trop vite. L'ego, c'est ça, c'est la personnalisation. Donc avec, vous vous souvenez de ces fameuses bouteilles, c'est toujours le cas, je crois, hein, les bouteilles de coca qui sont à votre nom, ça marche. On aime bien avoir soit celle de son prénom, celle du prénom d'un pote, de sa maman, de sa copine, de qui vous voulez. Ça fonctionne. Après, l'ego qui est assez efficace, c'est la co-création. Vous avez dû voir ça, vous avez tous, j'imagine, co-créé avec des marques un certain nombre de choses. C'est sympa de co-créer ces pompes avec Nike parce que vous serez les seuls à avoir cette paire-là. Donc c'est ça l'ego aussi, hein, c'est flatter le côté individuel. Je ne suis pas comme les autres, j'ai une personnalité et si une marque me permet d'exprimer ma personnalité, évidemment, je vais lui faire confiance et je vais la suivre. Troisième élément de l'ego, c'est self-esteem, c'est intéressant. C'est l'estime de soi, après une traduction brillante. Je vais vous montrer un exemple qui a remarquablement bien fonctionné
l'estime de soi aujourd'hui est un vecteur extrêmement porteur sur toutes les générations. Et vous allez voir ce film fait par Always, peut paraître étonnant, parfaitement joué sur cette estime de soi. Et je vous laisse découvrir le film. C'est, by the way, le film qui a été le plus, je crois que c'est 2021, c'est pas très vieux, le film qui a été le plus partagé au monde sur les différents réseaux sociaux. Et vous allez voir pourquoi. Show me what it looks like to run like a girl. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. So do you think you just insulted your sister? No. Yeah, insulted girls, but not my sister. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. Non, magique, estime de soi, partagée, pas de plus au niveau mondial, voilà. L'estime de soi, la compréhension de la culture, de ce qu'attendent les gens, ça, voilà, ça fait du buzz et ça relaie. Je parle que du good buzz, mais bien sûr qu'on peut faire du bad buzz pour les mêmes bonnes ou mauvaises raisons. Ça va aussi vite dans l'autre sens. On va plutôt choisir évidemment des exemples successful, mais vous connaissez des bad buzz qui enflamment la toile et qui tuent des marques extrêmement rapidement. On a vu l'ego. L'expérience, c'est quoi? Autre petit tips pour la partageabilité. L'expérience, c'est par exemple ce que fait Evian. Là, on n'est plus dans la personnalisation, mais on est dans la collection. Chaque saison, il sort des trucs avec des couturiers, avec des designers. Donc, on essaye d'avoir là aussi des produits les plus personnalisés, les plus différenciants possibles pour proposer, quand on fait un dîner entre potes, proposer une expérience un petit peu différente. C'est vrai que ça change de la bouteille de Contrex du coin de la rue. Ah, pardon. Hop. Quand on parle d'expérience, c'est très important. L'expérience aujourd'hui est très valorisée en marketing et en communication. Donc, on essaye de mettre en scène des vraies expériences. Et je vais vous montrer un exemple pour une marque qu'on aime bien qui s'appelle North Face. Je vous laisse regarder le film. 저희가 이번에 시작으로 나온 제품인데요. Voilà, des expériences incroyables. Alors oui,
il y a 3 personnes qui l'ont vécu, mais évidemment tout ça est filmé, tout ça est relayé sur les réseaux sociaux et tout ça crée un incroyable buzz positif pour la marque. Et surtout, vous le remarquerez, chaque fois que je vous montre des exemples, ce qui est fascinant, c'est la cohérence avec les valeurs de la marque. North Face, c'est la performance, hein, c'est un peu l'ultimate en matière de rando ou d'escalade. Donc on est aussi dans cet univers-là. Il n'est pas question de faire une expérience qui ne serve pas profondément les valeurs de la marque. Donc c'est pas faire du buzz pour faire du buzz, c'est faire du buzz pour enrichir les valeurs de la marque et la rendre encore plus désirable, ce qui est le cas puisque bien sûr tout ça a beaucoup buzzé. Autre exemple d'expérience qui est vraiment aujourd'hui le mot à la mode dans le marketing parce que c'est très important. L'Oréal l'a bien compris également dans le make-up. Oh my God! I want to put color rich les ombres. Wow! Vous avez compris comment ça fonctionne, vous l'avez dû le pratiquer vous-même hein, chez Sephora, vous trouvez ces points de vente sur lesquels vous pouvez effectivement simuler un maquillage, etc. C'est remarquablement bien fait et ça fonctionne remarquablement bien. Dernier pointe du triangle de la partageabilité, l'exclusivité, c'est aussi un moteur extrêmement puissant. On n'a pas envie d'avoir les mêmes choses que tout le monde, on a envie d'être traité en VIP, on a envie d'être unique. Alors c'est vrai dans le luxe, bien sûr, la formation exclusive, ce qu'a fait Vuitton est assez magique. Il avait réservé à ses clients l'art of packing, expliquer comment, et c'est pas simple, il y a des experts dans la salle, mais comment être capable de remplir sa valise et de bien plier ses chemises, ses pantalons, etc. Alors, on est dans le luxe, on est chez Vuitton, on peut aussi tout mettre comme ça en vrac dans un sac Monoprix, mais voilà, c'est super intéressant pour cette population-là. On a l'impression d'avoir des conseils privilégiés parce qu'il y a des vraies façons de bien plier ses chemises. Oui, Stéphane, je te sens intéressé par ça. Il y a des vrais conseils et c'est vrai qu'on vous adresse ça en tant que client, on se sent membre de la communauté et c'est extrêmement bluffant. Donc c'est très malin. Le luxe évidemment fait ça extrêmement bien, mais l'exclusivité est un ressort. Oui, pardon. Celui-là on va le regarder parce qu'il est assez magique. C'est BMW là aussi, l'exclusivité pour une marque. Je vous laisse regarder la vidéo. To celebrate BMW's 100th anniversary, the brand decided to give their faithful drivers a memorable gift. On the highway to the main city airport, we built an exclusive toll booth reserved for BMW drivers, 100% free of charge. The response from BMW's customers was great, but the one from our competitors' drivers was even more overwhelming. On social media, our competitors' drivers expressed the desire to get the same benefits as BMW drivers. So, we couldn't miss such a great opportunity to talk straight to our potential customers. Introducing BMW Giving Way. As an immediate response, we decided to turn social media posts into specially customized BMW printable logos for our premium competitors' drivers to betray their brand. We also distributed thousands of dealer flyers with BMW logo stickers. The logos were designed to exactly match our main competitors' badges, giving their drivers a flavor of how it feels to drive an exclusive car. The cashiers were instructed to let any car with BMW logo pass through their booth for free. Похоже, сработало. Ну почему не Мерседес это придумал? Классно придумано. BMW просто всех обошли. Честно говоря, я и сам использовал стикер BMW. Thanks to the brilliant response, the campaign was prolonged, generating even greater media buzz and impressions. Ça, c'est magique. Ça, c'est vraiment magique. C'est-à-dire être capable de faire mettre à des propriétaires de Mercedes un logo BMW sur leur étoile. Alors, quand on a une Ford, on peut croire que ce soit un peu plus facile. C'est quand même juste incroyable. Et faire en sorte que ce soit vos concurrents qui vous fassent de la pub, parce qu'évidemment, on a une Mercedes qui met des logos BMW, je trouve ça fascinant. Voilà un bel exemple d'exclusivité.
c'est que pour vous. Bah ouais, formidable, parce que vous imaginez bien que pour avoir 10 € gratuits, c'est pas non plus voilà, pas gagner au loto quand même. Mais voilà, on a envie d'en être, on a envie de participer à cette opération et ça marche formidablement bien. Alors, je vais passer là très vite sur le luxe et les shows, évidemment, l'exclusivité des shows dans le luxe, mais c'est assez connu. Pour résumer, sur la partageabilité, 3 piliers, l'ego, l'expérience, l'exclusivité. C'est pas une équation gagnante à tous les coups, mais en tout cas, ce sont des tips, ce sont des critères qui font du sens. Ce qui est au milieu, c'est probablement le meilleur exemple qui ait jamais existé, c'est le Ice Bucket Challenge, je pense que vous connaissez. C'était pour une bonne cause, hein, c'est pour la SLA, donc la sclérose latérale amyotrophique, qui est une vraie saloperie, une maladie neurologique dégénérative. Et donc c'était pour cette cause-là, pour générer de l'argent, pour donner de l'argent à cette bonne cause. Et c'est né comme ça. Donc l'ego, ben oui, parce que c'est moi qui suis mis en scène. Vous vous souvenez, il fallait se filmer. Ça a fait un buzz incroyable. Ça a fait le tour du monde. C'est absolument magique. 440 millions de vues. C'est un truc universel. Donc l'ego, bah, c'est moi qui fais ça, je suis filmé. L'expérience, évidemment, puisque je prends des glaçons sur la tronche. Et l'exclusivité, parce qu'il fallait que je sois, qu'on me sélectionne. C'est-à-dire que tout le monde ne pouvait pas faire ça comme ça. Il fallait que quelqu'un dise, bah, ça serait bien que machin le fasse. Donc on m'avait sélectionné pour faire. Donc là, on a la quadrature du cercle pour un triangle. Pardonnez-moi l'expression, mais enfin, c'est quand même ça, l'ego, l'expérience, l'exclusivité, tout ça est réuni et ça a fait un carton absolu. Une fois de plus, je n'ai pas dit que c'était une recette magique, mais ça fonctionne très bien. Je suis un petit peu en retard, est-ce que vous me laissez 10 minutes de plus ou est-ce que... Bon, alors merci, parce qu'il y a encore 2-3 exemples sympas quand même. Donc vous l'avez compris, le motto aujourd'hui, c'est Think Shareable in Real Time. C'est vraiment ça qui drive aujourd'hui le marketing et la communication. Vous avez compris qu'on avait changé de ce fameux tunnel pour avoir ce cycle du Z-Mot au U-Mot. Et j'insiste, et je vais y venir, là c'est sur la fin de l'exposé, c'est une fois de plus le bon message, la bonne personne au bon endroit. N'oublions pas ces règles de fond, ça ne change pas ça. Hein. Évidemment qu'il faut savoir à qui on parle, évidemment il faut savoir ce qu'ils ont envie d'entendre, pas envie d'entendre. Il faut qu'on leur adresse le bon message, il faut qu'on les touche là où ils sont, il faut qu'on le fasse au bon moment, c'est ça le real time, et c'est là où la data nous aide. Je vais finir sur la data. Vous avez entendu parler de ces notions, le precision marketing, smart data, big data. On préfère les smart aux big en général, mais les deux sont pertinents. En fait, il y a 4, et je vais finir là-dessus. On va rentrer dans chacun des 4 pour que vous compreniez en fait en quoi la data nous aide à mettre en place des stratégies de communication qui vont vraiment nous permettre de toucher les bonnes personnes au bon moment. Ce qu'on appelle l'insight mining, l'audience planning, le media targeting et le real-time analytics. On va commencer par l'insight mining. L'insight mining, c'est aller chercher des données qui nous permettent de bien comprendre le message qu'on va adresser. Une fois de plus, hein, la bonne personne, le bon message, ça reste la base. Mais pour savoir quel est le bon message, il faut aller écouter les audiences. Il faut comprendre ce que vous avez dans la tête quand il s'agit de paires de ski, d'employabilité, d'assurance ou que sais-je. Donc pour ça, aujourd'hui, on peut suivre ces données, différentes données, et je vais vous montrer une pub faite par Sneakers qui a fait ça en fait. Sneakers a analysé, je vous donne un peu le décodeur avant le film parce que c'est important d'avoir ça en tête et comprendre pourquoi on parle d'insight mining. Sneakers a décidé qu'il était la récompense du bonheur, en gros, en tout cas la confiserie du bonheur et des moments sympas. Et ils ont décidé de communiquer au moment où les gens étaient pas très heureux. Et surtout, ils ont décidé de faire varier le prix du sneakers, je crois que c'est en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Ils ont décidé de faire varier le prix du sneakers en fonction de l'humeur du moment. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on mesure l'humeur du moment? Mais c'est pas très compliqué. En social listening, on peut suivre l'ensemble des conversations sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, etc., sur TikTok. Et ils ont mis quelques mots, ils ont suivi quelques mots. Déprimé, pas le moral, il fait pas beau, enfin bon, tous les mots qui sentent pas bon, tous les mots qui disent, bon, en gros, c'est pas la forme aujourd'hui. Et plus la population était déprimée à l'aune des messages qui s'échangeaient, plus il baissait le prix. Plus, en fait, Sneakers devenait attractif. Vous me suivez? Donc, c'est ça qu'ils ont mis en place et c'est ce que le film explique.
Snickers launched an advertising campaign in Australia in partnership with 7-Eleven that changes the price of the candy bar based on the mood of the internet. And when anger goes up, Snickers prices go down. Australia, get angry. Let's get those things down to 20 cents. Introducing the Hungerithm, a hunger algorithm that linked price to people's real-time moods. As anger went up, prices went down at every 7-Eleven in Australia. Built on a 3,000-word lexicon from MIT, the Hungerithm analyzed over 14,000 social posts a day to determine sentiment. It even understood sarcasm and slang, and not just any slang, Aussie slang. Prices updated 144 times a day, and users simply clicked Get a Snickers on the Hungerithm mobile site to get a 7-Eleven barcode. No downloading apps or printing required. That would have just made them angrier. Each new price had a backstory, whether it was a politician saying something utterly stupid, people losing their minds over a show, or a country breaking up with the entire EU. As prices dropped, fans were alerted via reactive social content. There has been considerable fluctuation on the Hungerithm lately. Live in-store displays and more. Vous avez compris le principe, hein, j'interromps. C'est magique. On est vraiment dans de la data pure, c'est-à-dire que les logarithmes qui ont été mis en place sont vraiment extrêmement solides, extrêmement sérieux. On suit l'humeur du moment d'une population. Alors on le fait sur un pays, on le fait sur un pays, on le fait où. Et en fonction de ça, on fait passer des messages. Ils ont décidé de baisser le prix, ils auraient pu décider de faire autre chose, mais en tout cas, on est sur un message qui adresse parfaitement l'humeur du moment, et évidemment, ça rencontre. Pas besoin de vous rencontrer individuellement, de faire des sondages. On a ce sondage en temps réel grâce aux réseaux sociaux et grâce à l'analyse des communications et des conversations qui se font sur le net, aux publicitaires de savoir surfer dessus et d'en faire quelque chose d'intéressant aux publicitaires et aux marketeurs. L'autre sujet, le bon message, on l'a vu, la bonne personne, un exemple français qui est, que vous avez peut-être vu, qui est remarquable. On n'y est pour rien, donc je le dis d'autant plus facilement. People don't realize how dangerous it is to cross at a red light until an accident happens. More pedestrians are killed or injured in the Paris area than in any other city in Europe. To make the public aware of the danger, the Paris Area Road Safety Authority created a campaign that had an impact. Without impact. The virtual crash billboard, which was placed consecutively at Paris's most dangerous intersections. Here's how it works. A camera in the billboard detects when someone is crossing at a red light. Then, a loudspeaker plays the sound of a car braking in an emergency. Another camera takes a picture of the reaction and displays it on the billboard with the message, "Don't risk looking death in the face." Au bon moment, on ne peut pas faire une meilleure démonstration. Real-time marketing, on communique exactement là où ça se passe, avec un truc dont on se souvient. N'oublions pas que tout ça est aussi sont des prétextes à communication, parce qu'une fois de plus, c'est 3 personnes qui ont été exposées à ça, mais évidemment, on viralise la communication et ça devient un sujet pour tout le monde. Et on n'est pas dans le déclaratif, on n'est pas en train de vous dire faites attention quand vous traversez les clous. C'est pas ça le sujet. On est en train de vous faire vivre cette expérience et d'un seul coup, vous pouvez l'appréhender et vous changez vos comportements. On est sur des changements de comportement, c'est encore plus difficile que de vous faire acheter telle paire de skis plutôt que telle autre. Hein. Donc il faut vraiment y aller et on voit bien que là aussi, la data nous aide à appréhender ça. Troisième élément, c'est le bon endroit. We eat soup when it's cold. And Australia just isn't that cold. We needed to give Aussies more occasions to eat soup. So we created SoupTube, a pre-roll campaign with thousands of individual ads, each with its own reason to serve up some soup and tailored to the video you were searching for on YouTube. Excited for the new season of Orange is the New Black? You'll be served this. If you're listening to Single Ladies, you'll see this. Cheering yourself up with some cute cats? Looking for fail videos? We also created daily pre-rolls related to the world's trending topics, like Brexit, the Icelandic soccer team, and Pokemon Go. Vous avez compris le principe, hein, le bon endroit, il y a toujours une bonne raison, à un bon moment. Alors, vendre des soupes en Australie, c'est un peu un challenge quand même, mais ils y arrivent, voilà, il y a toujours un bon endroit pour consommer une soupe. Et le dernier élément où la data nous aide, parce que là vous comprenez bien qu'on est vraiment dans du real time et qu'on a mesuré le moment où on devait communiquer, le bon moment, cet exemple est aussi assez éclairant.
Ce sera le dernier. In 2016, Stephen Curry became the greatest three-point shooter in history. Steph Curry is the greatest shooter that I've ever seen. Here's Stephen, and here's everyone else, ever. Problem was, not everyone knew he was an Under Armour athlete. We knew the playoffs would be littered with brands attaching themselves to Curry. So we did something different. Online activity about Curry peaked during his games. Watching basketball had officially become a two-screen experience. So we decided to make Curry's biggest moments his threes, Under Armour moments too. Each time Stephen hit a three during the playoffs, we tweeted a new 3-second ad right as the shot dropped. For three. Completely hijacking the second screen experience. In the corner for three. Parce que vous avez compris la mécanique, là aussi c'est magique, c'est le double écran. On est en permanence sur 2 voire 3 écrans. Vous regardez un match et vous regardez vos posts. Et ben, on fait en sorte que tout ça, et là aussi c'est grâce aux algorithmes et c'est grâce à quelque chose de très voilà, scientifique et anticipé qu'on peut communiquer exactement en temps réel, ce qui est complètement bluffant parce que vous voyez ça sur votre écran et en même temps on vous dit ça, vous dites mais c'est juste pas possible, comment ils ont fait, voilà. Donc tout ça se travaille, tout ça c'est effectivement du real-time marketing très sophistiqué, c'est là où la data et les data analystes nous aident. On ne peut pas faire ça sans avoir derrière un background scientifique et des ressources importantes pour faire ça. Je conclus, Think Different, vous l'avez compris, Think Shareable, c'est ça les 2 motos de la communication actuelle. Et je vous quitte avec un film magique. There's a new Pope in town, His Holiness Pius XIII, and he has his own series on Canal+, The Young Pope. Different, unconventional, iconoclast. He decided to show the world how modern he is, not by shouting it from the balcony of the Vatican, but rather on social networks, by addressing in particular the millions of sinners to be found there, and by replying to each of their posts in real time with witty answers and quoting only the Bible. Stephen, just shut up and go fuck yourself. Love each other in the same way that I have loved you. John 15:12. Trump just called Clinton a nasty woman. Bitch seems more appropriate. Avoid all perverse talk. Stay away from corrupt speech. Proverbs 4:24. But since this man is not a god, just a pope, and since he has to answer millions of people, we gave him a digital aid in the form of an artificial intelligence, shaped in his image, powered by IBM Watson, and baptized Amen. It knows the 39,000 verses of the Bible as well as he does, thinks like him, and is as compassionate and humorous as he is. Freshly arrived pizza. Time to feast. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Luke 14:13. Flagrant foul on Ronaldo. Is the referee fucking blind? Be silent, and I will teach you wisdom. Job 33:33. Just run 10 kilometers in 50 minutes. Who's the best, losers? Do not keep talking so proudly or let your mouth speak such arrogance. Samuel 2:3. Practical when you're dealing with millions of people. 1 million replies generated by our artificial intelligence. 4 million people reached. The best launch for a series in France. Not bad, right? Vanity of vanities, all is vanity. Ecclesiastes 12:8. Creative data. Un grand merci Alain pour cette source d'inspiration. J'espère qu'il va susciter beaucoup de questions dans la salle. Je ne sais pas si vous êtes amené à vous diriger vers les métiers de la communication. En tout cas, vous pouvez voir que vous allez devoir vous gratter le matin pour trouver les bonnes idées pour faire émerger vos marques. Donc, ce que je vous propose, c'est je vais prendre des questions dans la salle avec le micro pour les personnes qui sont à distance. Et vous pouvez vous poser vos questions sur l'application Slido avec le hashtag Meetup. Donc, qui veut commencer? Bonjour, je m'appelle Paul. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé particulièrement? Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier?
En fait, j'ai fait un stage avant de faire Subdeco, j'avais fait 2 ans en pub marketing. J'ai fait un stage, pas de 2e année, 3 mois dans une agence à Grenoble. Stéphane n'est plus là, mais les budgets de cette petite agence, c'était à Vasse-Rhône-Alpes, mais c'était des petits budgets locaux, notamment de l'immobilier. Et il y avait des programmes immobiliers. L'agence locale vivait beaucoup avec les programmes immobiliers qu'il fallait vendre, en fait. Et il m'avait demandé de trouver un nom au programme et puis de vendre le programme. J'ai fait un peu de conception-rédaction. En fait, j'avais commencé un peu en étant créatif, finalement. Et j'ai trouvé ça magique. Et je me suis dit, voilà, quand je serai grand, voilà, j'étais stagiaire d'un directeur de clientèle, je pense, au directeur commercial, je ne sais plus, à l'époque, il me paraissait très vieux, il était au moins aussi âgé que moi, et j'ai trouvé ça magique, et je me suis dit, voilà, quand je serai grand, je veux faire ça. Donc en fait, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. J'ai vite oublié que je voulais être veto, comme l'a rappelé Stéphane tout à l'heure, mais en même temps, pas complètement, puisque après avoir fait 15 ans de pub grand public, j'ai créé des agences santé, donc voilà, c'est peut-être que la boucle est bouclée, mais en tout cas, la pub m'a toujours fasciné, et pour le dire autrement, et mes camarades 85 qui sont là s'en souviennent sans doute, c'était un univers fascinant à l'époque. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a des études qui montrent que c'est compliqué, que la communication attire plus forcément les jeunes diplômés. À l'époque, c'était magique. On avait tous envie d'être là. Même en école de commerce, on avait tous envie d'être dans la pub. Ça faisait rêver. Il y avait voilà. Et ça m'a fait rêver. Et le rêve était à la hauteur de mes espérances. Hein, donc, je n'ai pas été déçu. Mais c'est vrai que c'était un métier voilà, qu'on avait envie de faire à ce moment-là. Et c'est fascinant, pour le dire autrement, parce que ça marie, et les exemples sont intéressants à ce titre-là, ça marie l'exigence marketing et scientifique, j'ai envie de dire, surtout avec les datas. On ne peut pas improviser. La pub, c'est pas ça, c'est tout sauf ça. C'est l'antithèse de ça. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de compréhension des chiffres des consommateurs, de la compréhension de ce qu'ils ont dans le crâne, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de ce qui est dans un produit. Et puis, le saut créatif, c'est marier la rigueur de l'analyse à la magie de la création. Et il y a peu de métiers, je pense, qui ont cette capacité à marier les deux. C'est-à-dire que si vous êtes uniquement un besogneux des chiffres, et ce n'est pas du tout péjoratif, il y a l'expertise comptable, c'est bien. Si vous aimez faire des trucs un peu dingues, il y a artiste, c'est bien aussi. Une fois de plus, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis. De donner un sens à ce métier. Et c'est un des rares métiers qui marie les deux choses. Parce que si vous n'avez pas une bonne compréhension, une bonne acceptation de ce que les créatifs peuvent vous présenter, je suis pas un créatif, je suis plutôt voilà, commercial, du marketing, si vous n'avez pas un peu d'ouverture d'esprit pour accepter des trucs comme ça, ça ne marche pas non plus. Donc voilà, c'est ce mariage-là qui est assez unique et qui, moi, me fascinait et objectivement qui est toujours fascinant. Bonjour. J'avais une question par rapport à votre poste. Donc, vous êtes vice-président et finalement, en quoi ça consiste vraiment actuellement? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, le cœur de mon activité, c'est la direction des agences santé, donc de faire tourner le business santé. Les vice-présidents du groupe, ce que vous dites est intéressant parce que votre question est intéressante parce qu'en fait, là, on n'est pas dans le business. Le but, c'est de faire rayonner le groupe. Et faire rayonner le groupe aujourd'hui, c'est bien sûr savoir faire parler du groupe. Donc, on est quand même des communicants, donc on a quelques tips, mais c'est surtout essayer de faire venir à nous les ressources de demain. Donc, en fait, une des questions qu'on se pose en permanence, c'est comment on fait en sorte, et c'est exactement ce que je disais il y a 2 minutes, pourquoi aujourd'hui la com fait plus rêver, pourquoi personne n'a envie de finir en agence de pub, pourquoi cette image dégradée. Quand on classe les métiers, je crois que pire que nous, je ne sais plus ce qu'il y a, mais c'est pas beau à voir. Je crois qu'il y a. Enfin, voilà, ça fait plus rêver personne. Donc, une des questions de fond et du rôle qui pourrait être le mien au niveau du groupe, et on se la pose en Comex en permanence, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut faire venir des talents, des jeunes talents dans nos métiers pour justement intégrer ces nouvelles tendances, renouveler le genre. Donc la partie people aujourd'hui est clé. Tous les métiers ont du mal à recruter, c'est vrai, quels que soient les secteurs d'activité. C'est drastiquement vrai dans le nôtre. Parce qu'en plus, on a un manque d'appétence, quoi. On n'attire plus les talents. Donc, une des questions qui nous empêche de dormir, c'est celle-ci. C'est comment je fais en sorte que vous ayez envie de rejoindre un groupe comme le nôtre. C'est pas évident. Donc, j'espère susciter quelques vocations. Je suis pas là pour ça, mais sérieusement, c'est un sujet de fond aujourd'hui. La partie people dans notre activité, on a la chance d'être sur une activité qui marche avec un groupe qui fonctionne très bien. Donc, bien sûr, c'est beaucoup de travail au quotidien, mais les questions les plus difficiles sont celles-ci. C'est comment on s'adapte à nos salariés de demain et comment on fait venir des nouveaux talents chez nous.
1, 2, 1, 2. Bonjour, je m'appelle Jérémy et j'ai une question. Comment abordez-vous la pub, la communication sur des réseaux sociaux tels que TikTok où c'est des mini-formats et des vidéos où on scrolle et il y en a des milliers, et comment marquer dans cette inondation d'informations? Ouais, c'est une bonne question, c'est pas simple. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on raisonne de plus en plus en écosystème de social media. C'est-à-dire que, alors oui, on peut faire des campagnes spécifiques sur TikTok, mais c'est assez rare. C'est-à-dire qu'on conçoit des assets, donc on produit des outils de communication qui s'adaptent sur à peu près tous les formats. Donc avant, on vendait un film 30 secondes à la télé parce qu'on avait mis tout l'argent sur un film 30 secondes à la télé. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, ce que l'on fait, un des exemples que j'ai en tête, on fait des formats très longs. On fait des documentaires, 45 minutes, qu'on fait passer, alors pas à 20h30 évidemment sur TF1, vous l'imaginez bien, mais il y a des réseaux pour ça, il y a des chaînes pour ça. On fait 45 minutes et pour la même marque, on découpe ce 45 minutes. Donc on a une histoire en fait, on a raconté une histoire à travers un documentaire et on prend des bribes de cette histoire et on la coupe pour en faire des choses qui sont snackable. Sur du 15 secondes à la télé, sur du 4 secondes en TikTok, etc., etc. Donc on essaye de concevoir une idée, un master document, on va appeler ça comme ça, un document master où on fait passer vraiment les éléments qu'on a envie de faire passer. Et puis après, on le découpe. Alors, c'est pas juste, on prend 4 secondes du 45 minutes, ça marche pas comme ça. Mais en tout cas, l'idée, on la pense pour pouvoir être snackable dès le départ et en faire des formats voilà, qui s'adaptent à tous les sujets. Alors après, on peut faire du one-shot. On peut se dire, voilà, parce que TikTok, on a une cible de super jeunes, on fait une vraie campagne TikTok, et ça peut arriver, c'est du one-shot, et là on travaille avec des gens dont c'est un peu le cœur de métier. On va se rapprocher d'influenceurs sur TikTok, évidemment, on travaille beaucoup avec les influenceurs, hein, avec leur propre façon leur écriture, leur personnalité, pour être présent sur ces sujets-là. Mais globalement, on essaie quand même de raisonner avec une vision sur la marque qui est assez transversale aujourd'hui, et qu'on va découper en fonction des formats qui sont les nôtres, et en fonction des réseaux qui sont les nôtres. Bonjour. Bonjour. Je voulais tout d'abord vous remercier pour la présentation que vous nous avez faite. Et ma question, c'est à propos de l'évolution de la communication et de la publicité. Est-ce qu'on n'a pas une évolution qui est trop rapide pour que les personnes qui étudient ça s'adaptent correctement aux nouvelles technologies, par exemple les intelligences artificielles, les nouveaux réseaux qui émergent tous les jours? Est-ce qu'on n'aurait pas un retard au bout d'un moment de personnel ou même d'enseignement? C'est un bon point. La pub, pendant longtemps, était censée... La pub n'invente pas grand-chose, hein, faut qu'on se le dise. Elle n'a jamais inventé grand-chose. Elle a su, sa capacité est de savoir surfer sur des tendances très vite, s'adapter extrêmement vite et du coup prendre l'air du temps au moment où finalement il n'est pas encore émergent. Vous savez, ces fameuses courbes-là. Les publicitaires savent prendre l'air du temps très vite. Une fois de plus, ils n'inventent pas grand-chose, mais voilà, ça va vite et d'un seul coup, on fait de ce qui pourrait être une tendance, on en fait un phénomène de société et on l'amplifie. Ça a toujours été la force de la pub. Mais là où vous avez raison, c'est que il faut aller de plus en plus vite parce que les datas vont vite. Et aujourd'hui, les profils qu'on recrute dans les agences de pub, c'est plus des data analystes que des créatifs ou des planeurs stratégiques. Et ça ne va pas les remplacer une fois de plus. Hein. Moi, je ne crois pas qu'on passe jamais de on à off, ça n'existe pas. Mais en tout cas, on essaye, mais pour les raisons que vous indiquez, pour être à la hauteur du rythme imposé par l'évolution des GAFA et tout ça, on essaie de recruter des gens qui comprennent ça plus vite que nous. Que moi, c'est pas compliqué, mais voilà, plus vite que ces générations-là. Donc oui, on recrute des data analysts, des data scientists, des gens qui vont faire parler la data de façon que les créatifs pourront rebondir dessus. Donc on cherche ces profils-là, ils ne sont pas faciles à trouver, il n'y en a pas beaucoup. Et oui, et c'est probablement une des raisons, je boucle la boucle, pour lesquelles il y a eu un manque d'attractivité, c'est que peut-être qu'on est moins rapide qu'avant, parce que tout va très vite et qu'on a un peu de mal à suivre ce rythme-là. Donc vous n'avez pas complètement tort. Parfois la pub peut être un peu à la ramasse, ou en tout cas en arrière-garde, là où elle a toujours été, c'était sa valeur, en avant-poste pour essayer de faire rêver, d'amplifier les trends. Donc c'est compliqué, c'est un vrai sujet, ça fait partie des autres éléments qui nous réveillent la nuit. Voilà, c'est comment s'assurer qu'on ne passe pas à côté d'une tendance, qu'on a les gens capables d'exploiter tout ça. Et c'est drôle parce que quand j'ai commencé dans la pub,
les médias avaient un rôle capital. Le pub, il y avait toujours des créatifs et des gens des médias qui étaient capables de nous dire ça c'est de l'affichage, ça c'est de la télé, et ça fonctionnait comme ça. Et puis à un moment donné, les médias, ça intéressait plus personne, c'est devenu une commodities. Bon bah oui, ils font un film télé, ils font une affiche de pub, on s'en fout un peu. Et la data a changé complètement tout ça et reviennent aujourd'hui au centre, mais véritablement au centre des campagnes, les gens qui sont capables justement de nous aider à partir d'une data qui va faire la différence sur un marché. Donc on recrute de nouveau des scientifiques, oui, plutôt des scientifiques, plutôt des profils scientifiques. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas créatifs, mais ça veut dire qu'on a besoin de ça. On a besoin d'être nourri et d'aller très très vite pour pas passer à côté du trend. Et c'est pas simple. Et une fois de plus, c'est peut-être aussi pour ça que la pub fait moins rêver, parce que je pense qu'il y a eu une période, c'est en train de changer, parce que ça y est, on s'est adapté, ça a pris du temps, où les pubs étaient à la ramasse, quoi, parce qu'on n'avait pas saisi ça. En tout cas, on n'était pas capable de les gérer aussi rapidement que TikTok et que les réseaux sociaux s'en étaient emparés, en fait. Donc, sachant qu'aujourd'hui, il y a même un débat dans les réseaux publicitaires pour savoir si... il y a deux écoles, là, pour le coup, si... la pub doit rester la pub, et donc la créa au cœur de tout, qui reste une conviction profonde, ou si la pub doit devenir plutôt des consultants et s'orienter vers de la data. C'est le choix qu'a fait Publicis, pour être très clair. Publicis rachète beaucoup de boîtes qui font dans la data. Publicis aimerait être un GAFA, alors pour des raisons de valorisation en bourse d'une part, mais ce n'est pas la seule raison. C'est aussi parce qu'ils sont convaincus qu'on a besoin d'intégrer ça. Donc il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent intégrer la data complètement au cœur du système, la data et le consulting qui va avec, et d'autres qui restent sur le métier classique de la pub, qui ont besoin des data, hein, qui vont les chercher, mais qui ne vont pas les intégrer. Donc il y a deux écoles, et les holdings de communication sont en train un petit peu de se séparer en deux sur ce trend-là, parce que c'est vraiment le sujet du moment. Chez Omnicom, on a plutôt fait le choix de la création, parce que c'est l'ADN d'Omnicom au niveau mondial, et donc on ne veut pas lâcher la proie pour l'ombre, et on veut rester l'idée au cœur. Ça ne veut pas dire que quand on fait de la data, on ne peut pas être créatif. Je ne veux pas caricaturer. Bonjour. Je vais vous poser la question pour vous. Je vous entends très mal, pardon. Je sais pas si on m'entend. Parcours privilégié pour je sais pas. Enfin, je crois avoir compris votre question. C'est effectivement quel parcours, si vous voulez rejoindre. Quel parcours recommandé pour intégrer des agences? C'est vraiment pas une question facile. Alors, il y a toujours des parcours type, on engage toujours. Chez Omnicom, ouais, les grandes écoles de commerce, Sciences Po, on aime bien les têtes bien faites, donc ça reste vrai, donc vous avez toutes vos chances. Ça reste une vérité, mais il y a tellement de métiers aujourd'hui dans nos groupes que c'est difficile d'avoir une carrière unique. Il y a des gens qui sont des formidables concepteurs, rédacteurs, il y a un avenir toujours aussi ouvert parce que je ne pense pas que l'IA va remplacer. Ça commence, hein. On a essayé l'IA pour écrire des accroches. Capable d'écrire des accroches. On a des algorithmes qui écrivent des accroches à notre place. Pour l'instant, ils ne nous ont pas remplacés. Donc, il y a une place pour ça. Donc là, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de voie royale, il y a une envie, il y a envie de faire des choses. La direction artistique est centrale. Là aussi, on est très aidé par les outils numériques, mais le talent créatif reste entier. Et puis, je vous l'ai dit, il y a toute la partie dans les médias. Je pense qu'aujourd'hui, passer par une agence média, ou en tout cas des gens qui manient la data, avant peut-être de prendre un poste un peu plus large, commercial, plus stratégique au sein d'une agence, est probablement un passage intéressant. Donc ça peut se faire en agence média, ça peut se faire chez un Accenture qui fait ça assez bien. Je trouve qu'en tout cas, le maniement, la compréhension et le maniement
de ces outils scientifiques, des logarithmes, enfin cette approche data, aujourd'hui est extrêmement intéressante. Donc je pense que commencer par là n'est pas une mauvaise idée parce que ça vous ouvrira des portes. J'imagine mal une agence refuser quelqu'un qui a une expérience là-dedans parce que c'est, vous l'avez compris, hein, ça devient clairement le nerf de la guerre. Une expérience chez un GAFA aussi est intéressante, évidemment. On regarde à côté, on essaye d'ouvrir à des profils qui sont des profils vraiment différents. Donc, je pense qu'il y a plein de voies pour revenir à la com au-delà des métiers classiques. Mais oui, dans l'air du temps, quoi. Capable de comprendre aujourd'hui comment on peut faire avancer les choses rapidement. Pour continuer cette thème de data, je veux bien vous demander, il y a une idée qu'on ramasse assez beaucoup de data et de nous aussi. On partage une question sur Internet. Il y a beaucoup de data, mais on n'arrive pas à gérer cette data. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on est déjà à un stage que data vraiment change quelque chose? Est-ce qu'on analyse bien les data et les data elles décident assez beaucoup sur marketing, sur pub? On est encore à un chemin de intuition, ouais, donc de émotion et psychologie. Oui, heureusement d'ailleurs, et on ne va pas abandonner ça. Une fois de plus, la data n'est pas là pour remplacer le bon sens, l'émotion, l'intuition et tout ça. Elle est là pour orienter tout ça. Et objectivement, on a quand même fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, toutes les campagnes que vous voyez sont des campagnes qui sont quasiment revues en permanence. On fait du test and learn, pardon, en permanence. Ça veut dire qu'on balance une campagne sur les réseaux sociaux, sur TikTok, pour reprendre votre exemple. On regarde immédiatement si ça prend. Si ça ne prend pas, la campagne est changée. On essaie de comprendre ce qui prend, ce qui ne prend pas, ce que les gens ont regardé, ce que les gens n'ont pas vu. Ça ne marche pas, hop, on la modifie jusqu'à ce que ça fonctionne. On fait du test and learn en permanence sur l'ensemble. Et ça, c'est la data. Ça, c'est vraiment des éléments qui nous remontent, qui nous permettent d'avoir cette finesse d'analyse et qui nous permettent effectivement de construire en permanence des nouveaux sujets. Donc, le real-time marketing, c'est aussi ça. C'est notre capacité à nous adapter à la réalité. C'est-à-dire qu'avant, on faisait une campagne, ça durait 15 jours, 3 semaines. On avait les résultats d'Ipsos un mois après. En gros, je caricature, mais à peine. Et on se disait, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine compte tenu des résultats d'Ipsos? C'est comme ça que ça fonctionnait il y a encore, je ne vous parle pas de 1985, là, hein, je vous parle il y a 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on lance une campagne, on la mesure immédiatement, on la corrige immédiatement, on change de réseau social immédiatement, on change de médias en permanence, on s'adapte en permanence. Donc, et ça, c'est clairement la data qui nous permet effectivement d'affiner tout ça, et on mesure sur des KPIs qui ont été définis en avance, des indicateurs d'efficacité, on mesure ça en permanence. Donc il y a un serré de tout ce qui est produit aujourd'hui, pour des raisons d'optimisation de l'investissement, mais aussi pour des raisons d'efficacité. Tout ça n'empêche pas la créativité en amont et on peut effectivement délivrer des éléments émotionnels, mais tout ça est mesuré d'une façon extrêmement précise, et on en tient compte en permanence. Ça c'est une évolution majeure quand même sur les dernières années. Ça répond à votre... Moi, j'ai une question, justement, que cette évolution et de cette créativité qui va de plus en plus, voilà, de switcher quand une campagne, on voit très vite si elle fonctionne, si elle ne fonctionne pas. Est-ce que ça vous aide, en tant qu'agence qui a un ADN autour de la disruption, à faire valider vos campagnes en interne? Parce que c'est sûr que quand on était sur des campagnes où il y avait des gros investissements dans le temps, quand on a des vrais partenaires comme ceux de votre agence, c'est pas toujours facile de le faire accepter par un client. Donc voilà, est-ce que ça a changé aussi la donne dans votre façon de travailler avec vos clients? Oui, ça a beaucoup changé la donne, bien sûr. Là, je parle de temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il y a une époque, les annonceurs étaient les décideurs. C'est-à-dire qu'on vendait une campagne au patron d'une société. En général, il était actionnaire, ou s'il n'était pas actionnaire, il était président, et il rendait des comptes en gros à lui-même et à son actionnaire. Donc c'était assez facile, il aimait l'idée, il achetait, on faisait la campagne. Ça se passait peu ou prou comme ça, je caricature à peine. Il y avait quand même une direction marketing, voilà, ça servait à quelque chose, hein. Ça sert toujours à quelque chose, je vous rassure. Mais voilà, aujourd'hui, les décideurs, il n'y a plus vraiment de décideurs, c'est pas qui c'est en fait. Il y a plein de gens qui ont un part à la décision. Donc, personne ne veut prendre la responsabilité, personne ne veut assumer une responsabilité aussi forte parce qu'ils n'ont pas la main, finalement. La main, elle est quelque part dans le Massachusetts ou à Philadelphie.
Donc c'est très dilué. Donc la prise de décision est très diluée, ce qui est plus compliqué les prises de décision. Et d'autre part, comment on va mesurer après? On mesure avant. Donc tout est testé, retesté, archi-testé. Alors il y a du 19e siècle que j'admire par ailleurs, qui disait à l'époque, oui j'ai fait exprès, qui disait moins de tests, plus de testicules. Il avait complètement raison. Et aujourd'hui, rien qui ne sort n'est mesuré avant, évidemment. Donc en fait, les décisions, elles ne sont pas prises en fonction du j'aime, j'aime pas, oui, on fait ça, on y va. Mais là, on a 3,24 sur cette idée-là. L'autre, elle score à 3,22. On prend la 3,24. Comme si, évidemment, les 0,02 points avaient une influence quelconque. Donc tout est mesuré en amont et tout est mesuré après, puisqu'en permanence on optimise. Donc on est dans un monde où la data nous a complètement régis. Alors on se bat un peu contre ça, non pas qu'on ne croit pas au pré-test, c'est toujours intéressant de savoir si effectivement les gens comprennent, adhèrent à ce que vous faites, c'est quand même mieux d'imaginer avoir la science infuse. Donc il n'est pas question d'aller contre les tests, mais on est dans un excès de mesures qui nous fait perdre un peu le sens parfois de l'histoire, de ce qu'on a envie de raconter, et ça additionné à la dilution des responsabilités, avec la globalisation des marketing, avec la dilution des responsabilités, rend ce métier un petit peu plus compliqué et parfois un peu frustrant, parce qu'on peut croire à une idée, si elle teste moins bien, on s'assoit dessus, on part sur une autre. That's life. D'autres questions? Peu de questions? Ok, si. Ça fait quelques années qu'on a des TV connectés et je ne comprends pas comment vous, publicitaires, vous ne nous faites pas acheter via notre TV directement des choses, etc. Est-ce que vous avez toujours un blocage avec cette TV connectée? Vous n'avez jamais eu la certitude que vous pouvez, en plus de nous donner envie sur un achat ou sur autre chose, nous faire passer l'achat? En plus, vous avez raison, on a de la télé personnalisée, c'est-à-dire régionalisée, même, c'est-à-dire qu'on peut faire passer un message à Dijon qui ne sera pas le même qu'à Beaune. Donc on est sur des messages qui sont là pour le coup personnalisés. Quant au passage à l'acte d'achat, j'ai envie de dire ça reste vrai de tout temps. C'est-à-dire que oui, l'objectif c'est effectivement de vous pousser d'une façon ou d'une autre à consommer ou à acheter le produit. Via la Smart TV en fait. Oui, enfin la Smart TV pourquoi pas, mais pas que, via le message surtout. La Smart TV c'est qu'un médium personnalisé, c'est-à-dire qu'à priori, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, plus le message est personnalisé, plus vous allez pouvoir vous l'approprier et plus vous serez enclin à passer à l'acte d'achat. Donc la Smart TV contribue parce que quelque part, elle vous touche vous dans votre univers et avec un message qui est a priori beaucoup plus adapté que celui qu'on pourrait envoyer à vos camarades à 200 km de là. Mais ça reste, ça reste un outil de personnalisation et d'optimisation du ciblage. Donc a priori, j'ai envie de dire qu'on optimise l'argent investi. Le passage à l'acte, c'est plus un sujet de message. Enfin, c'est l'ensemble de l'écosystème en fait qui est remis en question. Là, on optimise effectivement le ciblage. On est sûr d'aller chercher. Avant, quand on faisait de la télé, vous touchiez 30 millions de personnes. Sur les 30 millions, il y en avait probablement 25 qui ne vous intéressaient pas. C'est rare des produits qui vont toucher 30 millions de personnes. Donc on savait qu'on touchait des gens qui n'étaient pas pertinents pour nous. Aujourd'hui, ça, on a réduit ça. Grâce notamment à la Smart TV, grâce à tous ces médias, grâce aux réseaux sociaux, on sait qui on target. Donc on a beaucoup moins de déperdition. Donc en termes d'optimisation du retour sur investissement média, d'investissement tout court, on a énormément gagné. Il y a beaucoup moins de déchets. On touche des gens qui sont a priori susceptibles de nous acheter. Après, le passage à l'acte, ça reste cette alchimie dont je parlais tout à l'heure, le bon message au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. Ça, voilà, on n'a pas la réponse à ça, et la Smart TV n'est pas la réponse magique à ça. Et j'ai une autre question plus ouverte sur comment vous développez votre créativité. Quand
Et comment Non, mais c'est comment une... on développe? c'est une putain de bonne question, comme diraient les Anglais. C'est une fucking good question. J'en ai eu une moyenne et puis la mieux. Non, les deux Tu sont rattrapé. pertinentes, mais la première est plus difficile. Non, c'est compliqué. Alors, ce qu'on a fait, on a, par exemple, on a donné à chaque salarié du groupe l'opportunité, une fois par mois, d'aller faire ce qu'il veut pendant même une après-midi, s'il veut. On n'a pas quantifié le temps. Et on vous rembourse. On rembourse. Il a décidé de passer 2 heures dans une expo au Grand Palais. Il a le droit de le faire. Non seulement il a le droit de le faire, mais on l'y encourage puisqu'on rembourse l'entrée au Grand Palais. On essaye de faire en sorte que les gens soient ouverts d'esprit. Alors, une fois de plus, ça aussi, ça ne s'impose pas. Il y en a qui sont plus ou moins ouverts d'esprit. En tout cas, on fait tout pour ouvrir ça parce qu'on est convaincus. Je l'ai dit aujourd'hui, la pub, c'est la culture. Donc, pour saisir la culture du moment, d'une cible, d'une époque, d'une population, bah, il faut vivre comme elle, tout simplement. Pas dans une tour d'ivoire. Donc, plus on est ouvert à ce qui sort au ciné, au théâtre, sur les réseaux, mieux c'est. Donc, on essaie d'encourager cette curiosité naturelle. On le faisait déjà en 1923, probablement. Enfin, c'est pas nouveau. Les médias ont changé. Donc, on essaie de favoriser ça. Après, c'est un état d'esprit. C'est une façon de voir les choses. Donc, on essaye de recruter des gens qui ont envie de casser les lignes et de sortir des conventions. Mais on essaie d'entretenir ça non seulement en favorisant, mais en poussant à sortir. Voir une expo, c'est extrêmement enrichissant. Aller au ciné, c'est super enrichissant. Donc, on va jusqu'à rembourser ça. Ouais, vous avez le droit d'aller au ciné sur vos heures de travail. Et c'est payé. Ça paraît un peu fou, mais c'est bien parce que ça vous ouvre. Alors, une fois par mois, hein, je vous rassure. C'est pas non plus c'est pas la récré en permanence, mais c'est pour vous montrer, voilà, pour vous dire dans l'état d'esprit qu'on essaye de générer. Donc, on ne n'est pas créatif. On le devient. On peut Ouais, en tout cas. Il y en a qui ont ça dans le sang. Hein. Après, il y a une fibre. Bien, bien sûr. Ouais. Bonjour. Comment vous voyez l'évolution à moyen et long terme de la publicité? Je vois. Non, je lis pas dans le cristal, mais il est certain de la data. Ça, je vais parler de ça aujourd'hui parce qu'on aurait pu aborder plein de sujets sur la communication. Il y a tellement de sujets, mais évidemment qu'on va vers quelque chose de plus en plus précis, personnalisé. On aura demain des messages. Vous aurez un message, j'aurai un message, c'est pas le même, alors que c'est le même produit à la base parce qu'on aura compris quelles sont vos attentes, quelles sont les miennes. C'est pas forcément les mêmes. Les produits mêmes s'adapteront à nos personnalités. Donc, je pense qu'on va aller vers une individualisation des discours et des médias, des messages différents. On va aller vers du one-to-one, en fait. Ce qui est assez drôle, c'est que le mass média, finalement, va revenir. Il y a eu one-to-one, puis on a trouvé que c'était quand même très compliqué et très cher. On a fait du mass média. Et en fait, aujourd'hui, le mass média est en train de devenir un mass to one. Parce que voilà, c'est la logique des choses et que plus personne n'est prêt à avaler un discours pré-mâché qui marche pour tout le monde. On a envie, rappelez-vous, ego, expérience, exclusivité. À partir du moment où ces mots-là sont des mots magiques aujourd'hui, une fois de plus en consommation, mais également en comportement, je pense qu'on va aller vers plus de ça et qu'on n'est qu'au début, hein, je le disais tout à l'heure, de l'ère de la révolution digitale. Je pense que le métaverse va nous amener encore des choses formidables et donc va renouveler l'intérêt. Donc la communication, voilà, les règles de fond sont toujours les mêmes. Les médias, les expériences que les marques nous feront vivre seront évidemment différentes. Et je pense qu'avec le métaverse, on rentre dans un champ des possibles qui est complètement dingue. Et nos avatars, mon avatar reviendra dans 10 ans pour vous en parler probablement. Donc. On a fait le tour des questions. Moi, on va pouvoir conclure et vous remercier. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup.